Bienvenue, chers fidèles de la télévision rwandaise. Toujours encore un plaisir d'être avec vous pour cette émission majuscule Propos. Actualité oblige forcément. Nous allons revenir sur le tout dernier sommet Chine-Afrique ou Afrique-Chine, appelez ça comme en tout cas cela vous plaît. C'est en tout cas un forum 2024 qui a réuni les pays africains autour du leadership chinois. C'était bien sûr à Pékin, les autres appellent ça Beijing, en Chine. C'est un partenariat au cours des années qui continue bien sûr à diviser certaines opinions sur la scène internationale. Certains n'hésitent pas d'appeler ça le retour d'un pour en tout cas revenir sur les propos. Certains n'hésitent pas d'appeler ça la diplomatie du chéquier. C'est en tout cas les pessimistes ou sinon les détracteurs de ce partenariat. D'autres encensent et louent ce partenariat qui désormais a su redistribuer les cartes sur l'échiquier mondial. Mais en ce qui nous concerne, nous allons examiner, voir le bien fondé de ce partenariat entre la Chine et le continent africain. Qu'est-ce que cela a pu donner comme résultat depuis ces dernières années et surtout des résultats palpables, que ce soit sur le plan de la sous-région, que ce soit sur le plan continental. Et nous allons également suivre certains leaders, notamment le président de la République, Paul Kagame, qui s'exprimait justement à ce propos par rapport à ce partenariat. Ici, dans ces studios, je suis avec deux hommes. L'un est un homme averti en matière de diplomatie et politique et il est ancien représentant du Rwanda aux Nations Unies, l'ambassadeur Joseph Mutaboba. Bienvenue et merci de vous joindre à nous. Merci beaucoup. Voilà, c'est un plaisir d'être avec vous. Également, ce sommet, au cours de ce sommet Chine-Afrique, il s'agissait également de parler des aspects économiques. Voilà pourquoi nous avons le plaisir d'accueillir notre cher Teddy Kaberuka. Il est économiste, analyste politique, mais il est également chef d'entreprise ici au Rwanda. Bienvenue dans nos studios, Teddy. Merci pour l'invitation. Voilà, ce sont les deux qui vont nous accompagner sur ce plateau. Tout d'abord, l'ambassadeur Mutaboba, l'Afrique a toujours eu ses partenaires, entre guillemets, des partenaires traditionnels au regard de son histoire coloniale, de son histoire récente et même lointaine. Doit-on dire que ce partenariat entre la Chine ou ce rapprochement davantage entre la Chine et l'Afrique et rencontre, comment dire, que de bonnes personnes ou que de gens qui applaudissent, comme on le voit en image, c'est quand même un partenariat qui suscite certaines questions. Bon, écoutez, le partenariat, c'est un mot nouveau, pratiquement. Un mot nouveau dans ce sens que, fin des fins, on a donné une plateforme aux Africains de pouvoir s'exprimer. Ceci après la Deuxième Guerre mondiale et après le début de la décolonisation, je dois dire. Alors, si on ne parle plus de maîtres colonisateurs, mais on parle de partenaires aujourd'hui, plutôt qu'il y a 75 ans ou 100 ans même. C'est un développement assez positif, je dois dire. Donc le mot partenaire, pour moi, c'est déjà quelque chose qui vient avec un poids dans la signification des relations qui doivent se développer entre l'Afrique et les autres pays du monde. Ça, c'est le diplomate qui parle. Ça, c'est positif. Oui, c'est le diplomate qui parle. C'est la description de ce qui se passe. D'accord. Parce que jusqu'en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, oui. Là, nous avons pu, je crois que je ne me trompe pas là-dessus, nous avons commencé à avoir un brin de chance de pouvoir placer un mot.
même si nous n'étions pas invités dans la politique internationale à ce moment-là. Bien sûr, vous rappelez l'époque où on quittait la Société des Nations pour embrasser le nouveau format des Nations Unies qu'on connaît aujourd'hui, mais également, ça signifie également la défaite d'un bloc, notamment le bloc européen. Certains dont les économies étaient par terre, avec le nouveau maître, les États-Unis, le nouveau maître qui était seul à bord. Ça, c'est l'observation du diplomate que vous êtes. Partenariat, oui. Teddy, êtes-vous du même avis lorsque les gens parlent de la diplomatie du chéquier? Bon, disons depuis les années 2000. Hein, l'économiste que vous êtes, oui. Le chéquier, ça peut ouvrir certaines portes. Comme ça peut fermer aussi d'autres portes. Hein. Bien sûr. Je pense que le monde n'est pas dirigé par l'argent seulement. L'argent, c'est un outil. Derrière l'argent, il y a autre chose. Et sans l'argent, on ne peut rien. Mais aussi sans la politique, on n'a pas l'argent. Donc, c'est vraiment une équivoque. Il faut une certaine complémentarité entre les pensées politico-économiques pour conduire à l'ouverture des chèques. Comme je disais tantôt, depuis les années 2000, quand la Chine s'est montrée comme partenaire au développement, il a montré que l'architecture du développement mondial avait besoin d'être redéfinie. Pas à la façon historique où il y avait le puissant contre le faible, où les grandes puissances pouvaient décider, mais avec l'entrée en scène de la Chine, des années 2000, les terminologies ont changé. Ce n'était plus une relation basée sur le poids, mais c'était une relation basée sur les affaires. C'est pourquoi le mot partenariat définit. Les pays sont partenaires. Évidemment, on peut ne pas avoir le même poids en termes d'échanges, pas les mêmes volumes d'échanges, pas le même montant sur la table, mais dans tous les cas, chaque partie a un apport dans le partenariat. Et je pense que ce partenariat se solidifie année par année. Donc pour vous, c'est un partenariat qui a su décomplexer les pays africains, en ne pas les laisser dans la peau entre le maître et son esclave. Voilà. Mais vous parlez de l'entrée sur la scène internationale de manière très active. Ambassadeur Moutaboba, la Chine quand même, elle n'est pas née avec les années 2000, c'est une grande nation. Tout à l'heure on va suivre le chef de l'État qui rappelle les faits, les hauts faits de la nation chinoise. Comment est-ce que doit-on dire que la Chine a pu et a su prendre avantage du déséquilibre et de certaines tensions entre les anciens maîtres et les anciens esclaves? Je crois plutôt. Non, on n'est pas diplomate, on dit les mots quand même. Oui, mais même moi, je les appelle par leur nom aussi. Hein. Il faudrait plutôt dire, je crois que ça serait correct de le répéter, la Chine, tout comme l'Afrique d'ailleurs, vient de loin. Donc aujourd'hui, la Chine que nous connaissons aujourd'hui n'est pas la même Chine qu'il y a 30 ans, il y a 50 ans. Voilà, c'est aussi une occasion de nous rappeler d'où est venue cette Chine-là. Ouais. Alors, la Chine, là où elle diffère carrément avec l'Afrique, c'est que la Chine est parvenue, là je dis bien elle est parvenue, malgré sa dimension en territoire chinois et la population qu'il y a, la Chine est parvenue à maîtriser ce que nous appelons la gouvernance de l'État. Donc, si le peuple chinois est bien gouverné, hier comme aujourd'hui, si la consistance est de mise,
et qu'il n'y a pas de tergiversation de la part de l'appareil de l'État, ça c'est déjà quelque chose de très consistant. Tandis que si nous comparons tout de suite avec l'Afrique, nous sommes encore divisés sur tous les plans. L'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, l'Afrique lusophone, l'Afrique patati patata. Mais non, c'est un accident de l'histoire. L'Afrique n'a pas choisi d'être lusophone, francophone, anglophone. Je sais, mais nous sommes déjà au moins 60 ans après l'indépendance. Nous ne sommes plus colonisés, mon frère. Mais tout de même, on porte le poids de l'histoire. Oui, je sais, mais qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on a changé, je veux dire? La Chine a changé, la Chine a modernisé, la Chine a pris une décision très stricte de dire on change, voilà la voie à suivre. Mais l'Afrique, nous pataugeons encore parce que nous ne savons pas parler de la même voix, avec la même voix pour dire voilà ce que nous cherchons. Oui, on fait des plans, l'Afrique que nous voulons à 2063, mais nous ne disons pas encore voici ce que nous voulons et c'est comme ça que nous le voulons. Donc ça, c'est encore quelque chose qui manque. Si nous mettons d'accord avec toutes les délégations qui étaient à Pékin, par exemple, ils auraient pu dire, écoutez, messieurs, dames, nous sommes venus avec un seul message, voilà ce que nous voulons en ce qui concerne la modernisation, etc., etc. Mais ça, on n'y est pas encore. Donc ça veut dire que le pas sur lequel on avance en tant qu'Africain, ou en tant qu'Afrique, je dois dire, est de loin très insignificatif par rapport au pas de géant que la Chine a fait jusque-là. Ça, c'est très important ce que vous dites là, et était également parmi, en tout cas, les grandes lignes des propos du chef de l'État Paul Kagame, qui a salué la bravoure et surtout le long chemin parcouru par la nation chinoise pour être celle qu'elle est aujourd'hui, mais surtout pour être le partenaire que la Chine est aujourd'hui pour le continent africain. On va suivre la première partie des propos du chef de l'État Paul Kagame et puis on revient tout à l'heure avec une analyse approfondie de ses propos. For over 7 decades, the Chinese people have worked together to transform their nation, bringing it to the helm. Depuis plus de 7 décennies, le peuple chinois a travaillé ensemble pour transformer sa nation, en la portant à la tête de l'économie mondiale. Une gouvernance d'État efficace est sans aucun doute un élément central à cette réussite. Toutefois, pour être efficace, la gouvernance d'État doit être basée sur les valeurs et les attentes des citoyens. Elle ne peut être imposée de l'extérieur. L'expérience chinoise en matière de réduction de la pauvreté, de développement et d'adoption des technologies offre de nombreuses leçons pour accélérer les efforts de modernisation. Partout, la Chine a démontré un effort et un désir de développement partagé avec d'autres nations. Le désir basé sur le respect mutuel et les intérêts communs. C'est cette approche coopérative qui a permis aux relations entre l'Afrique et la Chine de s'épanouir, notamment en matière de développement des infrastructures, d'innovation scientifique, de paix et de sécurité sur le continent africain. L'initiative de la ceinture et la route, lancée en 2013, a eu un impact transformateur à l'échelle mondiale, impactant non seulement la Chine, mais le monde entier, y compris le Rwanda. Là, ce sont les propos du chef de l'État Paul Kagame. Teddy, la Chine qui a su se hisser sur le toit de l'économie mondiale. Économiste que vous êtes, quelles ont été
ou quel a été le modus operandi des Chinois? Parce que l'histoire nous renseigne que la Chine est également passée par des périodes sombres de son économie. Comment est-ce que la Chine a su et a pu se hisser aller sur le toit mondial en termes d'économie? Peut-être il y a 4 éléments qu'il faut mentionner. Oui. Premièrement, la gouvernance. La Chine a pu définir une gouvernance qui correspond à ses besoins et ses réalités historiques. Ça, c'était vraiment un pas géant qu'ils ont franchi. Le deuxième élément, c'était le dividende démographique. Avec leur population, ils ont pu maximiser le potentiel de leur population en développant le capital humain et en le mettant au travail. Le troisième élément, la Chine a profité de sa localisation géographique. Hein, sa position géographique, oui, qui a fait que la Chine a produit et a envahi le marché à partir du marché local de l'Asie de l'Est. Petit à petit, il a fait l'expansion vers le monde. Mais il a commencé par envahir le monde, l'Asie de l'Est. Le quatrième élément, la Chine a investi dans la technologie et l'industrialisation. Aujourd'hui, tout le monde, dans tous les coins du monde, la Chine est une usine du monde. Le monde entier consomme le produit de la Chine, d'une façon ou d'une autre. Soit ils produisent le produit fini de consommation, soit ils produisent le produit semi-fini pour être utilisé dans les usines, ou alors la Chine envoie les produits, les matières premières pour la production mondiale. Donc, elle a pu combiner les 4 éléments. Les 4 éléments pour avoir un développement durable. Parce que quand tu vois, depuis que la Chine a pris le départ au développement, bon, peut-être Covid a ralenti les choses, mais en tout cas, depuis les années 70, la croissance économique de la Chine n'a jamais cessé de monter. Et cela se transforme dans cette optique aussi d'aller au-delà de la Chine et de la région, mais aussi forger les partenariats. Aujourd'hui, on parle de la Chine avec l'Afrique, mais la Chine fait aussi avec l'Amérique latine, et fait pareil avec l'Asie de l'Est. Nous connaissons le bloc qui rivalise les Occidentaux, le bloc le BRICS, avec la Russie, avec l'Inde, avec l'Afrique du Sud. Donc vous comprenez que la Chine a été consistante dans son modèle de gouvernance, sa politique de partenariat avec d'autres pays. Est-ce qu'il y a un mot, et surtout qui est revenu, on a parlé de la culture. Est-ce que, Teddy, l'économiste que vous êtes, la culture d'un peuple peut être un facteur déterminant pour changer, pour être un vecteur? Évidemment, parce que la culture définit qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons. Un exemple terre à terre qu'on peut... Comment est-ce que maintenant cette culture chinoise a su peser sur la balance, a changé les choses dans la manière de faire des Chinois? Je te donne un exemple très simple. Quand tu vas en Chine, quand tu vois le rythme de travail, c'est vraiment très sérieux. Tout le monde travaille et bizarrement, en Chine, on prend les vacances au même moment. Tout le monde? Oui. Il y a la période des vacances pour tout le pays. On arrête tous, on va en vacances et puis on revient au même temps et puis on continue à travailler. Donc ça te montre que c'est par rapport à leur culture qu'on travaille ensemble. Cette cohésion sociale, le travail ensemble, le travail en équipe, ça vient de leur culture. Et puis on arrête ensemble, on va s'amuser et puis on revient ensemble. Ça c'est un. 2, le style de vie. Il faut le dire que les Chinois ne sont pas extravagants dans la consommation. Par rapport peut-être... à nos amis occidentaux. Voilà, ils sont vraiment modestes. Là, on parle des sociétés de consommation. Voilà, en Occident, on parle des sociétés de consommation. Voilà. Eux, c'est les sociétés de production. Contraire aux sociétés de consommation, eux, c'est les sociétés de production. Aujourd'hui, si tu vois
les étapes franchies par l'économie chinoise, tu vas dire, mais écoutez, dans les, disons, les 50 années à venir, le monde entier serait envahi par les investisseurs chinois. Parce que le monde a connu le moment où, après la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, c'était l'investissement européen. En Asie de l'Est, c'était américain avec le plan Marshall. Ouais. Vers les années 70, ils ont un peu tourné vers l'Asie de l'Est, investissant en Chine, investissant au Japon. Mais aujourd'hui, c'est le sens inverse. Aujourd'hui, c'est les Chinois qui investissent aux États-Unis. Regarde sur le marché financier des États-Unis. Il est envahi par les Chinois. Regarde le marché... Ce qui fait peur, par exemple, au candidat républicain Donald Trump, qui représente la Chine comme un monstre qui va avaler les États-Unis d'ici quelques années, si rien n'est fait. Bon, je pense que ça, ce sont des propos politiques que je me réserve de faire un commentaire. Mais la quand même. réalité, c'est que les capitaux n'ont pas de couleur ni de nationalité pour moi. Donc, ils peuvent venir de la Chine ou de l'Inde ou de la Russie, pourvu que les capitaux soient utilisés aux fins et utilités des citoyens. Parce que quand un Chinois achète des actions dans Coca-Cola, c'est un exemple terre à terre que je prends. Ce n'est pas que Coca-Cola change de production ni de formule, c'est qu'il va injecter le capital pour avoir un retour à son investissement. Je pense qu'il y a un peu d'extrémisme du côté des politiciens qui peuvent instrumentaliser les différents effets, mais l'histoire a montré que le mouvement des capitaux, c'est le seul élément essentiel et déterminant pour le développement de chaque continent. Donc, l'Europe a eu les capitaux des États-Unis, l'Europe a développé, l'Asie pareil, ils ont eu les investissements des États-Unis, ils ont développé, et aujourd'hui c'est le moment de l'Afrique pour investir en Afrique, notamment en Afrique. Ambassadeur Mutaboba, vous avez passé longtemps dans l'arène de la diplomatie. Est-ce que on avait vu la Chine arriver? C'est vrai, on parle tout à l'heure, notre ami Teddy parle de la culture. Il a parlé de la transformation. Le président de la République a parlé de la transformation avec toute une nation. Et on revient même à un nom, le chairman Mao, qui a été l'initiateur de tout ce qu'on voit. Est-ce que, en politique, comment est-ce que toute une nation, un continent même, Teddy l'a bien précisé, ces géants, parmi les choses, ici chez nous en Afrique, on dit, plus le pays est grand, ça devient compliqué de mettre en place des plans et de faire certaines réalisations. Comment est-ce que la Chine, sur le plan politique, Teddy est économiste, est arrivé justement à porter toute une nation, un peuple, continent, et devenir comme un seul homme? D'abord, il y a une certaine culture de discipline. Ça, c'est un. La discipline chinoise leur a donné la chance de pouvoir penser ensemble et grandir ensemble. Il y a... Teddy a parlé des années 2000. Quand on a commencé à parler de la mondialisation économique, mais la Chine a dit moins, mais elle a agi plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, comme le président Xi Jinping lui-même l'a dit là, il dit, c'est bien, ok, mondialisation économique, mais nous, il faut qu'on puisse maintenant voir chez nous comment on peut mondialiser, comment on peut, non, pas mondialiser, comment on peut moderniser à la chinoise. Modernisation à la chinoise. S'ouvrir au monde, mais rester avec ses valeurs. Avec ses valeurs. C'est ce que même le président Kagame a dit, on s'ouvre au monde, on garde ses valeurs. Comment est-ce qu'on résiste maintenant, quand on est ouvert au monde occidental, quand le monde occidental doit consommer, doit par exemple dicter certaines lois sur la scène internationale? Comment on reste soi-même? Non, là, on reste soi-même
pas trois principes. Le premier principe, c'est indépendance. Se sentir absolument obligé de se regarder soi-même et accepter que l'indépendance est de mise. 2, ce que la Chine vise, c'est le développement. Et rester constant et rester persistant dans cette lignée. Et quand vous pensez au développement, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ils regardent dans le monde entier ce qui se passe dans le monde occidental et ailleurs. Il y a tellement d'injustices qui ne sont pas encore adressées. Et ces injustices, c'est au niveau commercial, c'est au niveau économique en général, et il n'y a pas d'équité. Alors les Chinois disent non, il faudrait que nous puissions le faire à la chinoise. Comment est-ce que nous pouvons rester calmes, mais faire des concessions dans le sens gagnant-gagnant pour voir comment on peut équilibrer les opérations. Et c'est comme ça qu'ils ont des marchés en Europe, ils ont des marchés à l'Occident en général, et ils deviennent eux-mêmes le marché pour les autres. Et ça leur a donné déjà quelque chose de solide dans le sens de planification et dans le sens d'autofinancement. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, dans son interview à CGTN, qui est une chaîne chinoise, là je vais le paraphraser, il a dit ça ne sert à rien de dire qu'on doit commencer à zéro, on peut toujours apprendre des leçons de la Chine, au lieu que nous on puisse commencer à zéro, on peut déjà prendre la Chine comme un modèle et qu'on peut avancer sur les jalons déjà posés par la Chine. Tous les deux, est-ce qu'il a tort ou il a raison? Il a tout à fait raison. Il n'y a pas de raison, à mon sens, pour l'Afrique de commencer à zéro? De commencer à réinventer la roue, comme on dit. Ce n'est pas nécessaire. Il faut regarder à gauche, à droite, en haut et en bas. Tout est là. Aujourd'hui, maintenant, c'est même plus facile, comme on envoie les enfants et les grands-enfants. Allez regarder à Google. Donc, il y a de l'information, il y a tout ce qu'il faut, ici et là, mais il faut savoir maintenant, pouvoir faire le discernement qu'il faut pour dire, ça, c'est ce que je choisis. C'est ça qui répond à mes besoins et c'est ça qui répond à mes aspirations futures. Donc, avec ça, la Chine a pu faire le plus. Teddy, vous êtes économiste. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire combien pèse la Chine sur l'économie mondiale? Aujourd'hui, les statistiques, les chiffres nous distinguent, font la différence entre les pays et les économies. Quel poids a la Chine sur l'échiquier mondial? Si je regarde la dimension commerce international, la Chine est leader en termes du montant de chiffre d'affaires que la Chine fait avec le monde entier. Si je regarde en termes de la contribution de la Chine dans le développement de la technologie, nous savons que toutes les nouvelles technologies maintenant, c'est soit de la Chine ou soit c'est fait à partir de matériel venant de la Chine. Parce que c'est aussi un élément très important. Si aujourd'hui, par exemple, l'Europe ou les États-Unis parlent de développement de l'informatique, mais toutes les usines s'approvisionnent en Chine. Donc, en bref, la Chine reste le leader mondial de l'industrialisation aujourd'hui où nous parlons, de la technologie, mais aussi de la recherche et développement. Parce qu'eux, ils investissent plus de 10% de leur produit intérieur brut à la recherche et développement. Ce qui fait que la position que la Chine occupe aujourd'hui va demeurer même, disons, dans le proche avenir, on voit la Chine continuer à être le leader du développement. Plus précisément avec le commerce avec l'Afrique. Là, j'aimerais justement revenir, donc on commence sur l'échiquier mondial, mais quand on revient sur le continent africain, et maintenant, j'allais poser la question de manière assez pessimiste, combien dépendons-nous de la Chine?
ou combien la Chine dépend d'Afrique. Parce que c'est aussi... Voilà. Bon, je pense que ce n'est pas vraiment une relation de dépendance, c'est plutôt une relation d'échange. Voilà. Parce que quand tu vois l'image de relation entre la Chine et l'Afrique, c'est une relation qui est basée sur l'échange. Malheureusement, c'est un échange déséquilibré, ça il faut l'admettre. L'Afrique en soi... La faute à la Chine? Non, non, non. La faute à qui? Je ne suis pas là pour faire le jugement, mais en tout cas, je fais un constat. D'accord, d'accord. L'Afrique exporte principalement les matières premières, que ce soit les produits miniers, que ce soit agroalimentaire, oui. que ce soit la main-d'œuvre. Et tout ça, ça part à l'état brut. La Chine... C'est pas la faute à la Chine, justement. Non, non, c'est ça que je veux dire. La Chine a pu se positionner pour transformer les matières premières achetées en Afrique, mais ils pouvaient aussi acheter ailleurs. Hein. Ce n'est pas vraiment une relation esclave et maître, c'est plutôt un partenariat. Mais comme l'Afrique a eu une mauvaise expérience avec l'Occident, disons l'Europe historiquement, donc la Chine offrait une option par rapport aux clients d'Afrique qui étaient les Européens. Donc la Chine, à ce point, la Chine, je pense, constitue le client privilégié d'Afrique. D'autre part, l'Afrique aussi constitue un client privilégié à la Chine parce que l'Afrique va en Europe pour s'approvisionner. Et là, il y a un élément très important en termes disons, partenariat politique. C'est plus facile de s'approvisionner en Chine en termes d'accéder en Chine, trouver tous les papiers qu'il nous faut pour y aller, mais aussi la Chine a construit la chaîne des valeurs de distribution sur le marché mondial. Ça veut dire, même avec un petit capital, tu peux aller en Chine, tu achètes, il y a le moyen de transport de la Chine à l'Afrique. Vous voulez dire que la Chine a su et a pu décomplexer le petit commerce et même le grand commerce en Afrique. C'est-à-dire voilà, tout le monde a droit au chapitre, peut accéder à ce marché. Voilà, ils ont mis en place un système de valeurs. Parce que, regarde la Chine, si tu vois sur le transport mondial, maritime surtout, oui. La Chine domine. Ça veut dire que la Chine peut transporter les matériels de l'Europe vers le monde, alors que c'est la Chine. La Chine peut transporter le matériel de l'Amérique vers le monde. Ça veut dire que la Chine a mis en place tout un arsenal de commerce mondial qui permet aux transactions maritimes surtout à fonctionner. Et cela donne un avantage comparatif par rapport à d'autres continents. Si aujourd'hui, par exemple, on est au Rwanda, si on devrait, par exemple, s'approvisionner au Venezuela, ça te prendrait même 2 mois pour trouver un bateau qui te connecte avec ce pays. Mais avec la Chine, n'importe quel coin du monde, ça passe vite. Dans une semaine, le marchandise est au bateau. 40 jours, tu as déjà la marchandise. Donc, ça veut dire que la Chine, au-delà d'être géant économique, il a mis en place un système de commerce mondial qui permet de faire marcher les marchandises. Donc, ce qui nous ramène déjà à cette autonomie. J'aimerais bien qu'à ce propos, on puisse écouter une fois de plus le chef de l'État, Paul Kagame, sur ce que la Chine a pu aider le continent africain et dans la manière de faire et surtout en inspirant le continent africain comme exemple. This journey of self-reliance has in fact allowed many productive partnerships to flourish. Ce parcours vers l'autonomie a permis à de nombreux partenariats productifs de s'épanouir entre le Rwanda et des pays amis, notamment la Chine.
Nous sommes reconnaissants pour ce soutien et cette collaboration inébranlable qui se manifeste sous de nombreuses formes, notamment le partage de ressources, l'accès au marché et le transfert de connaissances. Alors que de nouveaux défis et opportunités émergent sur le front mondial, nous sommes convaincus que le partenariat entre l'Afrique et la Chine ne fera que se renforcer. Depuis la création du Forum sur la coopération sino-africaine, nous avons réalisé des progrès significatifs dans les domaines du commerce, de la coopération industrielle et des échanges entre les peuples, démontrant la vitalité et la coopération sud-sud. L'Afrique est prête à tirer parti de cette dynamique actuelle, notamment en participant aux 3 initiatives mondiales sur le développement, la sécurité et la civilisation telles que proposées par le président Xi. Toutefois, pour ce faire, nous devons rester conscients de l'importance même d'une gouvernance étatique efficace et nous soutenir mutuellement les autres, et tout cela doit être fait dans le bien de notre peuple. Le président de la République, Paul Kagame, qui s'exprimait justement à ce propos. Ambassadeur Mutaboba, le président de la République revient sur le bien fondé du partenariat Sud-Sud. Déjà pour l'audience qui nous suit, économiquement, c'est vrai qu'il y a quand même des années-lumière entre l'Afrique et la Chine, mais on se considère toujours étant du même bloc, le partenariat Sud-Sud. Comment est-ce que d'une part, nous ne sommes pas égaux, et d'autre part, on fait partie d'un même monde? Bon, ça, ce sont des injustices de la nature, je dois dire. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont perdus pour de bon, pas du tout. Et nous et la Chine, tous orphelins de l'histoire? Au début de... Hein? Beaucoup, mais on a partagé pas mal de choses. Ou victimes. Ah oui. Orphelins ou victimes? Orphelins ou victimes de l'histoire. Comment justement, c'est aussi une émission avec un caractère pédagogique. Comment nous et la Chine, on se considère aujourd'hui, d'une part, dans une même boîte? Non, on est dans une même boîte puisqu'on est venu de loin, je disais. On est venu d'un fossé assez profond. Où aujourd'hui, quand nous parlons de la modernisation à la chinoise, ou modernisation à l'africaine, si nous pouvons y arriver aussi, c'est parce qu'on croit que aujourd'hui, comme il y a 100 ans, la Chine et l'Afrique étaient très en retard avec l'industrialisation. Ils étaient en retard. Ça faisait partie de ce qu'on appelait le tiers-monde, Le tiers-monde, oui, oui. Le tiers-monde. Le tiers-monde. Donc l'industrialisation était presque inexistante. L'agriculture n'était pas très développée dans le sens moderne qu'on connaît aujourd'hui. Les infrastructures n'existaient pas, ou étaient très faibles ou inexistantes. Aujourd'hui, la Chine, en ce qui concerne les infrastructures, tout le monde, je dis bien tout le monde, le globe, regarde la Chine avec beaucoup d'admiration. Ils se disent, mais ce n'est pas possible, c'est très possible. D'admiration, de jalousie aussi. Oui, de jalousie, bien sûr. Mais alors, l'autre point commun, c'est le commerce. On a été longtemps dans, comment vous appelez ça, le terme économique, je n'ose pas m'aventurer dans l'utilisation, mais on a longtemps été, je ne veux pas dire écarté, mais on a longtemps souffert non pas l'oubli comme tel. On parle toujours à nous puisque nous sommes là avec des matières premières, mais on ne tient pas compte de nous. On n'a pas tenu compte de nous.
Et c'est ça que le président Kagame dit. Il faut donner la primauté au peuple, donner la primauté aux gens, mais aussi aux civilisations, comme disait le président chinois aussi. Donc, si vous voulez développer la Chine, si vous voulez développer l'Afrique, allez-y, regardez d'abord leur civilisation. La primauté aux gens, la diversité. Là, c'est très important de voir cette diversité et l'inclusion. Comment vous pouvez inclure tout le monde dans le sens? La Chine a pu le faire. Ils ont essayé de le faire. Et même tout à l'heure, ce que disait Teddy, la Chine peut fabriquer des produits à tous les prix, suivant l'enveloppe de chacun. Donc, si mon pouvoir d'achat est assez bas, mais que je cherche un téléphone portable du genre, il va me fabriquer un téléphone suivant ce que j'ai dans ma poche et les autres. Il dira, oui, si vous voulez un téléphone plus cher, il va le fabriquer aussi. Donc, servir tout le monde, mais sans oublier personne. Là, c'est très important. C'est très important. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est que ça fait quand même la Chine, plus elle avance, plus le partenariat entre la Chine et l'Afrique se renforce. Disons les choses dans leur contexte. Ça frustre certaines personnes, certains blocs, doit-on dire, les partenaires traditionnels du continent africain. Là, je reprenais par exemple certains détracteurs parler d'une diplomatie au chéquier. Écoutez, il ne faut pas oublier ici que ceux qui font des commentaires pour dire, écoutez, la Chine ne va pas réussir ou bien la Chine ne devrait pas faire ceci et ça, ils essayent de promouvoir et défendre leurs intérêts. Donc, chacun de ses partenaires mondiaux a ses intérêts propres qui doivent toujours tenir en compte. Alors, le renforcement des capacités en ce qui concerne la Chine et l'Afrique doit pouvoir promouvoir les capacités de chacun, de chaque pays, pour essayer de s'acquitter de cette carence de connaissances, d'aptitudes, etc. C'est là où se trouve la clé de la solution. Parce que les gens ont des intérêts et ils ne croient pas que nous avons des intérêts en tant qu'Africains. Ça, c'est très faux. Donc ça, on l'a vu quand on cherchait les esclaves, ça, on l'a vu quand on a colonisé, ça, on l'a vu quand on a dessiné la carte de l'Afrique de façon très impropre. Donc il y a tellement beaucoup de choses qu'on a faussées. On a fait croire aux gens que les Africains ne savaient pas lire ou écrire, alors que les premières bibliothèques qui ont été brûlées étaient à Alexandrie. Ben oui. C'est sur le continent africain. Donc il y a beaucoup de choses à corriger. Oui, Teddy. Oui, je fais un commentaire par rapport à ces détractations qui disent que c'est une diplomatie basée sur le chéquier. Bon, disons que l'entrée sur la scène, disons diplomatique, développement international, coopération de la Chine, c'était... la Chine est venue pour faire face à une polarisation entre les forts et les moins forts, les dirigés et les dirigeants. Donc la Chine est venue pour changer la donne. Ça, c'est un. Deuxièmement, la Chine elle est venue avec un nouveau règle de jeu. Parce que, au départ, c'était des pays qui voulaient donner de l'aide aux pays du tiers-monde, comme ils disaient. Et ils imposaient des conditions liées à l'aide. Mais la Chine, quand la Chine est venue, elle n'avait pas beaucoup de conditions. Disons, il y a toujours des conditions, mais pas à ce point. Donc, la Chine était plus ou moins flexible par rapport aux conditions de gouvernance, par rapport à d'autres conditions. Et cela a fait que... La Chine n'a jamais voulu s'immiscer dans la politique interne des pays africains. Justement. Ça a été, en Occident et pour les autres détracteurs,
Ils disent que c'était une des stratégies à pouvoir amadouer les Africains. Dès que tu dis que les Africains, tu ne t'immisces pas dans la politique, non. Eh bien, tu es le bienvenu. Je pense qu'il faut qu'on comprenne les choses dans leur contexte. L'histoire nous montre que même si les Européens avaient des conditions, ils n'ont pas amélioré la condition de vie, oui. d'économie africaine. Ça veut dire que cette approche n'était pas correcte. Un autre partenaire qui vient, il ne pouvait pas répéter les mêmes bêtises ou les mêmes erreurs du passé. À mon avis, il est tout à fait normal que le partenaire définisse sa façon d'approcher le nouveau partenariat par rapport à ce qu'il met en place, mais aussi par rapport à ses valeurs. Parce que la Chine, avec sa façon de gouvernance, il croit que chaque pays a droit à se développer à sa façon. Ça, c'est leur conviction. Tu es partenaire, tu n'imposes rien, mais tu collabores avec le pays. Là-dessus, l'Afrique, oui. Parmi les acquis de ce forum 2024, oui. L'Afrique revient avec une enveloppe de 50 milliards de dollars oui. Sur les 3 prochaines années, donc que la Chine va débloquer pour le continent africain. Là encore, ça pose problème. On dit la Chine continue d'endetter les pays africains sans limite, ce qui va mettre les pays africains à la longue dans une posture d'endettement jusqu'au cou et que la Chine finira par mettre le continent africain dans sa poche. Bon, là, je réponds les propos des détracteurs. Disons qu'il faut reconnaître qu'il y a certaines erreurs qui ont été faites avec la Chine. Ce n'est pas parfait. Il faut que les gens comprennent. Il y a toujours un côté qu'il faut toujours améliorer. Le côté que je dis qui n'a pas été parfait, c'est, disons, le sommet de 2012-2015, 15-18, la Chine a débloqué un gros montant, surtout pour financer les infrastructures. Et on a vu... le chef de l'État est revenu sur ça, les routes, les infrastructures routières. Voilà, avec leur projet de route de la soie. Mais on a vu, vers les années 2020-2021, les pays étaient en difficulté de rembourser ces infrastructures. On a vu ça en Éthiopie, on a vu ça en Angola, on a vu ça au Mozambique, presque partout. Donc, ça veut dire que s'il faut revisiter l'histoire, ça, c'était un élément qu'il faut rectifier. Donc, c'est pas, si tu finances l'infrastructure, ce n'est pas une solution absolue. Il faut regarder d'une façon stratégique, faudra-t-il financer les infrastructures seulement ou un mix infrastructure et développement économique à la fois. Parce que ces années, disons, les années 2013 à 2020, la grande partie des enveloppes étaient destinées aux infrastructures. Et cela a montré que ça a des limites. Et quand tu vois le cahier des charges de ce financement pour 2024 et 3 ans à venir, c'est plus les infrastructures. Ils ont changé. Ils ont compris que les infrastructures étaient un secteur très dangereux, surtout difficile à recouvrir les investissements, mais aussi pour le développement accéléré. Donc, ils s'orientent plus vers énergie renouvelable. Ils s'orientent plus vers l'agriculture. Mais il faut dire que la Chine aussi, malgré que la Chine investit il met à côté une enveloppe pour l'Afrique, la Chine aussi veut les affaires avec l'Afrique. Ce qui fait que tout investissement vise un retour à l'investissement aux Chinois. Donc, ce n'est pas un partenariat qui vise à aider l'Afrique, c'est un partenariat qui vise à promouvoir la coopération internationale, le commerce international, à plus forte raison, la disponibilité des produits sur le marché chinois vers l'Afrique. Là, ça nous ramène également, parce que nous acheminons vers la fin de notre émission. Après 45, ambassadeur Moutawa, vous avez parlé du changement du paradigme après 45, c'est vrai, avec un nouvel ordre mondial, avec les États-Unis qui ont pris les choses en main, avec le plan Maréchal, justement. Il y a eu la naissance des institutions du Bretton Woods. Là, je parle de la Banque mondiale et du FMI. Certains disent que
l'enveloppe dont Teddy parlait est venue ramollir et même affaiblir les institutions du Bretton Woods sur le continent africain et les institutions du Bretton Woods qui étaient considérées comme des institutions qui étaient au service des grands de ce monde. Est-ce que faites-vous la même observation? La Chine a pu permettre au continent africain de varier les sources de financement et surtout, et par conséquent, avoir aussi droit à la parole? La réponse est oui. La Chine a pu faire la différence parce que jusque très récemment, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international travaillaient, ou travaillent encore d'ailleurs, à leur profit. Il n'y a pas de calomnie ou autre, les chiffres montrent ça. Donc, s'ils le font dans leur intérêt propre ou dans l'intérêt des pays membres de ces organisations, on prend note. Mais on ne peut rien changer puisqu'on n'a même pas été impliqué non plus dans la création de ces institutions. Donc la raison du plus fort est toujours la meilleure. La meilleure. Mais aujourd'hui, quand nous parlons du partenariat avec la Chine, là au moins il y a moyen de dire ok, voilà, nous avons quelqu'un avec qui on peut échanger des expériences. On peut échanger des expériences dans tous les domaines. Le domaine de la gouvernance, le domaine de l'industrialisation, le domaine de la modernisation à la chinoise, mais dans le sens avec l'objectif de dire est-ce que nous pouvons le faire à l'africaine? Est-ce qu'on peut le faire à la rwandaise, à la burundaise, à la congolaise, à la gambienne, Kenyan, etc., oui. à la kenyane? Donc, dans ce sens-là, mais si on n'est pas déterminé à le faire dans cette optique-là, pour se rappeler que chaque pays a ses valeurs, chaque pays a sa civilisation, qui peut l'aider à pouvoir décoller plus vite que l'autre, ça nous sera difficile. Mais si on échange ces expériences quand même, j'ai confiance qu'il y aura moyen de pouvoir le faire. Certains sages l'ont dit clairement et surtout de manière très directe, c'est que quand deux éléphants se battent, c'est toujours l'herbe qui paye le prix. Teddy, on sent de plus en plus des coups bas entre la Chine et le monde occidental sur le continent africain. On a l'exemple, par exemple, du corridor de Lobito. Il y a des financements qui, d'abord, dans un premier temps, venus de la Chine sur 1300 km du côté de l'Angola. D'autre part, on a vu les Américains qui débarquent aussi, qui disent, écoutez, du côté de la RDC, avec ce corridor-là, c'est nous qui allons financer pour être aussi de la partie. Après, le lendemain, ce sont les Chinois qui disent, écoutez, on va encore changer, on doit ouvrir le corridor Zambie-Tanzanie. Est-ce que ce combat-là, qui s'annonce et qui ne se cache plus, l'Afrique ne risque-t-elle pas d'en payer le gros prix? Bon, il faut accepter que l'Afrique, c'est un continent convoité par toutes les puissances. C'est cette dame-là convoitée par tous les hommes du coin? Bah oui, ah oui, ah oui. Voilà, donc, il ne faut pas que les gens soient étonnés pour écouter les différentes offres par les différentes puissances. Dans tous les cas, la réalité est que chacun veut tirer sa part du jeu. Donc, il faut que l'Afrique soit en mesure de déterminer qu'est-ce qu'elle veut. A-t-elle les mains libres, justement, Teddy? Disons-nous la vérité. L'Afrique a-t-elle les mains libres d'opérer ses choix par rapport à ses partenaires, à ses ressources? Pour moi, si l'Afrique a une vision claire, elle peut imposer le jeu en fonction de toutes ces forces de toutes ces forces qui viennent. Le grand problème, le grand défi que la plupart des pays ont, ils n'ont pas une vision quelconque. Ça, c'est un. Commune?
commune, moins encore, parce qu'on a vu 54 pays qui sont là, mais qui parlaient différents langages. Il y a certains chefs d'État qui voulaient, voilà, on veut l'effacement de la dette. Il y a d'autres qui disaient, voilà, on veut les infrastructures. Il y a les autres qui disaient, voilà, on veut le commerce. Il y a les autres qui disaient, voilà, on veut les infrastructures pour connecter et faire marcher le marché commun africain. Tu vois? Donc, même les demandes, même les agendas des différents chefs d'État étaient différents. Donc, à l'Afrique de savoir faire les choix définir, et surtout de définir ses besoins. Voilà. Ambassadeur Moutaboua, on en a pour 1 minute. Est-ce que l'Afrique, je reprends la même question, a-t-elle grandi depuis les années 60, depuis 45 dont on parle aujourd'hui? Est-ce que l'Afrique a-t-elle mûri pour pouvoir opérer ses choix librement? L'Afrique a senti le besoin de mûrir. Mais on n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Qu'est-ce qui nous enchaîne encore? Qu'est-ce qui nous enchaîne? Toujours victimes, orphelins de l'histoire? On est toujours orphelins de l'histoire parce qu'on nous voit dans le miroir des divisions qu'on nous a imposées depuis jusqu'à aujourd'hui. Le président Kagame l'a toujours dit, il le reprend. Yeah. Doit-on rester à nous victimiser par rapport à l'histoire? Non, le président Kagame a absolument raison. C'est le moment où les gens devraient être laissés tranquilles. Nous pouvons penser, nous connaissons les problèmes de nos pays, nous connaissons les problèmes et les solutions. Mais si nous avons besoin de vous, que vous nous donnez 55 milliards pour 3 ans, États-Unis il y a 22 ans, en 2022, que les Chinois disent 50 milliards pendant 3 ans, très bien. Les Japonais vont nous dire la même chose, Saoudi, etc. Inde aussi. Si ce sont des promesses vides où ça se réalise, parce que souvent ils promettent cet argent, mais vous ne voyez pas cet argent. Non? Voilà. Qu'on nous laisse le choix de pouvoir faire ce que nous pouvons faire et nous voulons faire. C'est en tout cas compris à l'Afrique d'opérer ses choix, à l'Afrique de faire le choix entre ce qui lui est indispensable et ce qui lui est prioritaire. Ce n'est pas à ses partenaires de venir déterminer les priorités du continent africain. L'Afrique doit se réveiller, l'Afrique doit être responsable et surtout devenir adulte et non pas être au chevet ou avoir les autres au chevet de l'Afrique. Merci beaucoup donc à tous et toutes pour votre attention. Merci beaucoup à l'ambassadeur Joseph Moutaboua, également à Teddy Kaberuka. Merci beaucoup pour vos analyses combien pertinentes. Merci beaucoup à Constantin Ouassé et toutes les équipes au niveau de la régie. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro majuscule propos.